Bienvenue à tous. Afrique Presse fait sa rentrée sur RFI et TV5 Monde. Et c'est avec Pierre Benoît, TV5 Monde, Vincent Hugeux, le journal L'Express, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste notamment le samedi sur RFI. Et puis un invité, l'ancien Premier ministre de Centrafrique, Martin Ziguélé. Vous êtes également à la tête du MLPC, la principale force dite de l'opposition démocratique. Et c'est pour parler de cette transition chaotique en Centrafrique. Le pays, et vous le plongez, vous le savez, dans une insécurité chronique, jalonnée d'exactions depuis la chute de l'ex-président François Bozizé. C'était en mars dernier, et l'arrivée au pouvoir du nouvel homme fort du pays, Michel Diotoya, chef de la Séléka, une coalition de quelques 5 rébellions. Avant donc d'entamer le débat, tout de suite l'illustration de ce sujet signé Ilham Taoufiki de TV5 Monde. Les mois passent, mais les banderoles, elles, ne changent pas. La paix et la sécurité, c'est ce que les Banguissois demandent depuis la prise de pouvoir par l'ex-rébellion de la Séléka en mars dernier. Il y a trop de l'insécurité, alors qu'auparavant, nous ne vivions pas comme ça. Et là, maintenant, vraiment, il y a trop de l'insécurité. Les Séléka ont venu prendre le pouvoir, vraiment, nous croyons que ça peut changer encore autrement qu'à l'époque de Bozizé. Mais là, maintenant, c'est encore le contraire. Donc là, carrément, nous avons la peine de vivre dans notre pays. Pourtant, à Bangui, le régime affirme vouloir remettre de l'ordre dans les rangs. Depuis le 28 août dernier, les ex-rebelles ne sont plus censés assurer la sécurité publique au profit de la police et de la gendarmerie. 2 jours plus tard, une vingtaine de soldats comparaissaient pour violence et pillage. Une opération de désarmement des éléments de la Séléka a été lancée. Des effets d'annonce pour les Banguissois. On pense qu'il y a la paix, on pense qu'il y a la sécurité, il n'y a pas la sécurité. Nous ne sommes pas des enfants pour que le gouvernement puisse nous duper. Nous ne sommes pas des enfants pour que le gouvernement puisse nous donner des gâteaux à manger et après on s'en va. Les ex-rebelles de la Séléka devenus le symbole du désordre et de la violence brutale. Et pas seulement dans la capitale. Dans le nord-ouest, où l'État centrafricain a déserté, des hommes de la Séléka sèmeraient la terreur. Assassinats, pillages, rackets, en toute impunité. En attendant, la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous l'égide de l'Union africaine, est en train de prendre la place de la FOMAC, mission qui jusque-là s'est illustrée dans son impuissance à protéger les populations civiles. Voilà, ce récit campe bien la situation, cette situation dramatique, Martin Ziguélé, à laquelle est confrontée donc la Centrafrique depuis la chute donc de l'ex-général-président François Bozizé. Après 10 ans de règne, comme on le sait, il a été renversé par un coup d'État, là aussi armé. Alors, au lieu d'une transition en douceur vers des élections démocratiques, son tombeur, Michel Diotoya, peine, on le voit bien, peine à faire face non seulement à ses troupes, c'est-à-dire donc les ex-rebelles de la Séléka, une coalition de 5 rébellions, mais aussi à des groupes armés qui se réclament du général Bozizé. 60 villageois ont ainsi été massacrés en fin de semaine dernière par des troupes présumées pro-Bozizé. Alors, simple question, Martin Ziguélé, pour commencer. Comment on en est arrivé à cette situation où finalement les dirigeants du pays n'ont plus aucun contrôle sur le pays? Je vous remercie de m'avoir déjà invité à cette émission. J'ai quitté Bangui hier en fin de matinée pour arriver dans la soirée à Paris. Donc j'ai encore en tête des images de cette détresse immense de la population centrafricaine, et beaucoup plus en province d'ailleurs, qu'à Bangui. La situation, voilà, Bossangwa, Bouka, Bon, Boar, Kagabandoro, etc. La situation est effectivement très difficile. Mais je dois dire que aujourd'hui, si vous prenez 10 Centrafricains dans la rue et vous leur demandez quelle est votre préoccupation, sur les 10 personnes, 10 vous diront c'est la paix et la sécurité. Oui. Il y a eu, bien avant les événements du 24 mars, un effondrement progressif de l'État centrafricain. Je rappelle 2 éléments. La réforme du secteur de sécurité, qui est un peu le monstre de Loch Ness de la politique centrafricaine. Le secteur de sécurité n'a pas été réformé. Pas de désarmement, pas de cantonnement, pas d'armée nationale. Le désarmement qui devrait être fait n'a pas été fait. Il faut aussi le rappeler.
Parce que c'est les mouvements qui devaient être justement des armées qui se sont coalisées et qui ont finalement pris le pouvoir. Il faut rappeler ces choses-là. Et donc, la Séléka est entrée, comme dans du beurre, à Bangui, un État complètement effondré, et avec une coalition de mouvements de rébellion qui étaient donc diverses dans sa composition comme dans sa direction, d'où un problème de chaîne de commandement et d'unité de commandement. Et donc nous sommes retrouvés devant une situation décomplexifiée, c'est-à-dire le pouvoir s'est atomisé au niveau des unités, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, etc. Voilà, d'où ce règne de l'insécurité. D'où ce règne de l'insécurité et cette impression et ce sentiment justifié et légitime qu'il n'y a pas de réponse à un pouvoir central qui commande, qui impulse le mouvement et qui peut donc... Alors, nous allons y revenir. Oui, Pierre Benoît, effectivement, cette Séléka, c'est cette ex-rébellion. Ce sont 5 groupes rebelles et il faut souligner que parmi ces groupes rebelles, il y en a qui viennent du Soudan, même si ce sont des communautés de part et d'autre des frontières avec la Centrafrique, mais il y a surtout comment dire, les troupes les plus importantes viennent du Tchad. Et ce sont ces troupes-là qui, aujourd'hui, n'obéissent absolument plus, en tout cas au commandement de Diotodia, et ils obéissent davantage à leur chef militaire qu'au numéro 1, Diotodia. Oui, Martin Ziguélé a bien raison de dire que l'effondrement de l'État avait commencé bien avant, mais là, ça a été le coup de grâce en mars avec la prise du pouvoir central à Bangui. Ce qui est en train de se passer, non seulement, vous parliez des forces tchadiennes qui sont des groupes constitués, mais la réalité, c'est que la Séléka d'aujourd'hui, ou l'étiquette Séléka, est beaucoup plus diversifiée encore. C'était atomisé, c'est-à-dire qu'il y a les combattants de la dernière heure. On pense qu'aujourd'hui, qu'il y a 20 000 combattants armés autour de Bangui et dans Bangui. C'est un chiffre considérable. Alors, c'est le règne de la razzia, ça, on l'a bien compris dans le reportage de Ilham Taoufiki. Ce qu'il faut souligner, c'est que Michel Diotodia ne contrôle pas, mais il n'a pas d'autorité sur aucun de ces groupes. Voilà. Et je dirais, il n'a pas non plus de projet. Principalement sur le noyau dur des Tchadiens, semble-t-il. Voilà, et donc là-dessus, il pourrait peut-être faire quelque chose, peut-être avoir un contact précis, un accord avec le président Déby. On n'a rien vu venir de ce côté-là. Donc même sur le plan régional, il y a un isolement réel du président par intérim, Diotodia. C'est un aspect des choses. Le deuxième aspect, c'est l'intervention internationale. La MISCA qui doit être renforcée, elle est à 750 hommes. Oui, elle doit monter à 3600. On est loin du compte. Et déjà, les responsables militaires de l'opération disent qu'avec 3600 hommes, ils ne contrôleront jamais la situation sur le terrain. Donc voilà. Alors, Jean-Baptiste Placat, dans l'une de vos chroniques récemment, vous avez évoqué ce mal permanent en Centrafrique, indépendamment des coups d'État, c'est la présence souvent de supplétifs étrangers, c'est-à-dire des chefs d'État en place font appel à des groupes armés étrangers ou à des aspirants au pouvoir font appel aussi à des groupes étrangers pour s'emparer du pouvoir. C'est un schéma qui s'est appliqué à Bozizé comme à Michel Diotodia. Sauf qu'il est, et évidemment, Diotodia est aujourd'hui dépassé. Absolument. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, ce pays n'est pas en voie de somalisation, il est en voie de comorisation, comme je le disais dans la chronique à laquelle vous faites allusion. C'est-à-dire que cette propension des dirigeants, des hommes politiques centrafricains à s'appuyer sur l'extérieur, sur des mercenaires qui soient des États ou des troupes, des groupuscules armés pour arriver au pouvoir est quelque chose de fondamentalement dangereux parce que ceux qui ont servi, comment dit-on, Bozizé pour arriver au pouvoir, certains se retrouvent parmi ceux qui ont servi Diotodia, enfin, à l'expulser du pouvoir, entre guillemets. Et je pense que ça montre, bien dire, une perte de valeur au niveau de la classe politique, parce que quand on commence à solliciter des mercenaires, les mercenaires ne quittent jamais un pays. Ils se payent, alors, avant de donner la parole à Vincent, les mercenaires se payent sur la bête. Martin Ziguélé, vous êtes d'accord que votre pays, finalement, souffre à la fois de son voisinage avec un certain nombre de pays, mais aussi de cette présence permanente de groupes armés étrangers. C'était les troupes congolaises de Bemba, ce sont des troupes tchadiennes. Bemba, d'ailleurs, est jugé à la CPI, justement, parce que ces troupes avaient commis des exactions en Centrafrique. Martin Ziguélé, alors, comment les dirigeants politiques centrafricains ne parviennent pas à être indépendants de la pression des pays voisins? Comment ça se fait?
Oui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous déplorons aujourd'hui en Centrafrique est la conséquence, j'allais dire, de la mauvaise gouvernance, tout simplement. Lorsque, le 15 mars 2003, ou un peu bien avant, quand Bozé était en rébellion au Tchad, à l'époque, je faisais partie des rares personnes à mettre en garde mes compatriotes pour dire que si nous instaurons l'habitude de prendre le pouvoir par la force, nous ne sortirons plus de ce cycle-là. Quand Bozé a pris le pouvoir le 15 mars 2003, souvenez-vous-en, ce coup d'État a été qualifié de sursaut patriotique. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont descendues dans les rues pour soutenir ce coup d'État. Il a compris ça comme une onction, comme une carte verte pour faire ce qu'il pouvait faire. Et d'ailleurs, en sango, qui est la langue nationale en Centrafrique, c'est le même mot qu'on utilise pour appeler Dieu et appeler le chef. C'est le mot Gbia. Et donc, lorsque vous lâchez tous les contre-pouvoirs entre les mains d'un individu, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit le pays au mur. Et comme les conditions d'une alternance ne sont pas forcément réunies dans ces cas-là, qu'est-ce que les gens font? Ils font appel donc à des forces des forces armées disponibles, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir ou pour le conserver, etc. Et il faut qu'on sorte de ce cycle-là. Nous y arriverons certainement, mais il faut être bien certain que les Centrafricains aujourd'hui ont bien compris qu'ils sont dans un cycle infernal. Infernal. Alors Vincent Hugeux, justement, comment expliquer que l'ex-président Bozizé, de l'étranger, y compris de Paris, appelle à jeter de l'huile sur le feu, et aujourd'hui il y a des hommes en treillis se réclamant de lui, qui sèment la terreur, qui assassinent, brûlent des villages, ravagent, violent impunément. Tout ça renvoie à une culture ou à une inculture politique qui date grosso modo de l'indépendance elle-même. En 53 ans, sauf erreur ou omission, vous avez 6 séquences d'alternance. Sur les 6, 5 sont marqués par des coups de force. Accession au pouvoir par les armes, avec ou sans le soutien de supplétifs étrangers. La séquence, Bokassa, Kolingba, Patassé, Bozizé, Djotodia aujourd'hui. Donc, je veux dire, la normalité dans le mode d'accession au pouvoir, de dévolution du dit pouvoir, et non pas l'élection, qui apparaît comme une exception, généralement d'ailleurs vérolée par la fraude ou les insuffisances techniques, ou le coup d'État. Et rarement le concept d'homme fort, qui est accolé, je dirais, par réflexe pavlovien à Djotodia, a été autant galvaudé. Cet homme fort est un homme faible. Et d'ailleurs, il y a une question que je souhaiterais soumettre rapidement à Martin Ziguélé. On a un Premier ministre. Après tout, il y a les oripeaux de la transition. Vous avez un Conseil national de transition, vous avez un gouvernement avec un Premier ministre. Premier ministre, avocat de formation, ancien président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et réputé proche de vous-même. Alors, j'aimerais savoir jusqu'où faudra-t-il aller pour que vous-même, Martin Ziguélé, vous vous désolidarisiez de ce qui se passe. Parce qu'au fond, personne ne souhaite le retour de Bozizé. Et dans ses rêves. Et je complète la question de Vincent en disant, mais Martin Ziguélé, est-ce qu'aujourd'hui, Djotodia est l'homme de la situation? Je voudrais vous répondre très simplement. Lorsqu'il y a eu le changement, lorsqu'il y a eu ce coup d'État le 24 mars 2013, la position du MLPC, ma position a été très claire. Nous condamnons le coup d'État, mais nous en prenons acte et nous demandons que l'esprit qui a prévalu aux accords de Libreville soit préservé. Cela veut dire quoi en réalité? Cela veut dire que nous ne voulons pas d'un régime de transition ou d'un régime militaire ou simili-militaire conduit par une seule personne, etc., etc. Nous voulons revenir à un gouvernement de consensus, à une transition consensuelle où les pouvoirs seront mais les conditions ne sont pas réunies, Martin Ziguélé. Et c'est ce qui a été fait à travers la charte constitutionnelle de transition le 18 juillet dernier, puisque cette charte-là a été votée. Mais il y a une réalité qu'il ne faut pas contourner. C'est que la rébellion de Bozé en 2003 et celle qui a eu lieu en mars 2013 ne sont pas de même nature. En 2003, Bozé a conduit un mouvement de rébellion, j'allais dire monolithique, ou bien qu'il a rendu monolithique, ou bien que ses soutiens ont rendu monolithique. Aujourd'hui, nous sommes avec une coalition de 5 groupes minimum différents et qui ont fait que la condition première de l'exercice d'un pouvoir partout dans le monde, pas seulement en Centrafrique, c'est d'avoir la sécurité sur toutes les Donc c'est pas la faute à Djotodia? C'est pas la faute à Djotodia? C'est pas ce que je suis en train de dire. Lorsque vous assumez le pouvoir, n'est-ce pas, vous devez prendre toutes les mesures politiques pour faire asseoir
votre autorité. Et nous ne cessons de rappeler aux uns et aux autres cet impératif de sécurisation du pays. Mais je suis en train d'expliquer une situation. Je ne suis pas en train de dire que je soutiens une situation, j'explique une situation. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une situation d'insécurité? C'est parce que tout simplement, les pouvoirs militaires, c'est-à-dire ceux qui ont les armes, n'obéissent manifestement pas à l'autorité politique. Et cette question, il faut d'abord la régler. Donc, alors, personnaliser, excusez-moi, juste une seconde. Oui. Personnaliser le problème en disant c'est parce que c'est Tiangaï, c'est parce que c'est Pierre ou Paul, je continue à vous dire, et je le soutiens depuis le départ, je pense que Maître Nicolas Tiangaï, en ce moment-ci et à cet endroit-là, il est peut-être au lieu indiqué. Il a énorlement de difficultés. Autrement dit, c'est-à-dire sans lui, ce sera encore beaucoup plus chaotique, voilà. Si on vous comprend bien. Il a énormément de difficultés. Alors Pierre Benoît. Vous avez mis en ballottage aux élections présidentielles de 2005 le président Bozizé. Votre force politique était très, très consistante à ce moment-là. Mais pourquoi ce silence? Parce que j'entends ce que vous dites sur l'actuel Premier ministre. Tactiquement, c'est peut-être pas le moment, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous dites, pour être plus direct encore, qu'est-ce que vous dites maintenant sur RFI TV5 Monde aux Centrafricains qui nous écoutent? Vous parlez, bien sûr, des conditions préalables, la question de la sécurité, c'est entendu, mais en tant que leader politique, quel est votre schéma de sortie de crise? Comment on peut faire basculer cette situation de chaos dans un début de projet de sortie de crise? Voilà, je complète la question, d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui parlent de mettre votre pays sous tutelle, c'est-à-dire de renforcer véritablement la présence de l'ONU et de transformer cette force minimaliste, finalement, de l'ONU qui existe chez vous en une force aussi importante qu'au Mali et sur la base du chapitre 7. Est-ce que vous seriez d'accord? Je réponds d'abord à la question de M. Benoît et je continue par la vôtre. Nous avons une position très claire. Nous sommes dans un processus de transition issu des accords de Libreville, dont notre parti est signataire, co-signataire. Nous sommes dans ce processus de transition avec toutes les autres forces politiques de la RCA, y compris la société civile, c'est-à-dire l'ancienne majorité présidentielle, l'ancienne opposition à laquelle nous appartenons, la société civile et les représentants de Seleka. C'est important de le souligner. C'est réellement un gouvernement d'union nationale de transition et la même configuration se retrouve au Conseil national de transition qui est le Parlement provisoire. Donc nous soutenons le processus de transition parce que pour nous c'est la seule solution pour avancer. La situation n'est pas satisfaisante, je suis le premier à le dire, mais il faut avancer à partir d'un instrument donné. Et qu'est-ce qui doit être fait? Nous le disons depuis le 24 mars. Il faut que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement, par l'exécutif de transition pour que l'armée obéisse au pouvoir civil. On n'a jamais vu... Jean-Baptiste Placard, mais comment faire, justement? Si vous voulez, je peux entrer dans les détails pour vous dire mes propositions. Pourquoi parlez-vous quand vous parlez de l'armée? C'est en centrale. Non, je veux dire ceux qui ont les fusils entre les mains, si vous voulez. Et on puisse répondre... Non, nous sommes, théoriquement depuis le 24 mars, il y a un pouvoir exécutif en Centrafrique qui a cherché à avoir une charte constitutionnelle de transition qui définit les rôles et les attributions de chacun. Ceux qui détenaient les armes au nom de la rébellion et les forces armées centrafricaines qui étaient à Bangui et qui ont été disloquées, n'est-ce pas? Je pense que la question que posait Hassan tout à l'heure, qui est importante, c'est-à-dire votre pays est, j'allais dire, il faut le mettre sous tutelle. La réalité, c'est ça. Il n'est pas possible d'avoir, j'allais dire, un attelage comme celui-là, où les populations sont massacrées. Il n'y a pas d'autorité. Le chef de l'État n'en est pas un. Et en même temps, il est accueilli dans un certain nombre de capitales comme pour comment dit-on, le mettre en valeur ou lui donner une respectabilité qui n'a pas... Un monsieur qui n'était pas manifestement pas prêt pour prendre le pouvoir. Il a pris le pouvoir, mais il ne sait pas l'assumer. Et ça prend des dérives religieuses aussi, les massacres. Parmi les urgences, puisqu'il n'y a que cela à ce stade, d'abord que les accords de Libreville, le processus de transition, l'échéancier électoral, ce sont des fictions. Le principe de réalité commande de dire qu'aujourd'hui, ces exercices-là sont de nature scandinave par rapport à ce qu'est la réalité de la République centrafricaine. Et j'ajoute donc le danger, effectivement, d'une cristallisation religieuse, et on l'a vu notamment dans les incidents meurtriers de Bossangoa et de Bouar, d'une part, et puis il y a les données géopolitiques.
Vous savez qu'au département d'État et au Pentagone aujourd'hui, on considère que la République centrafricaine risque de devenir, sinon est déjà, un hub de la subversion au cœur de l'Afrique. Puisque, bien entendu, pour Joseph Kony, le gourou fou furieux dans l'armée de résistance du Seigneur ougandais, c'est une excellente nouvelle. La fragilité de la République centrafricaine. On pourrait ajouter certains miliciens de Janjaweed du Soudan. On pourrait y ajouter des djihadistes internationalistes qui naviguent dans le Sahel. Donc on sent bien que ce n'est pas en convoquant les bonnes volontés de politiciens blanchis sous le harnois que l'on va aujourd'hui résoudre le problème. Est-ce que la République centrafricaine peut échapper à une mise sous tutelle? Sous tutelle. Voilà. Et en clair, Martin Ziguélé, vous êtes d'accord avec nous que finalement les pays de la région, notamment le Tchad qui a des influences ambiguës, le Congo-Brazzaville ne sont pas à la hauteur pour sortir le pays du marasme dans lequel il est. Soit il faut une implication de la France, en tout cas du Conseil de sécurité, et le poids des 5 membres permanents, dont la France. Sinon, on voit mal aujourd'hui, Martin Ziguélé, comment votre pays peut se sortir de cette insécurité et de ces exactions permanentes. Je disais tout à l'heure que l'effondrement de l'État centrafricain ne date pas du 24 mars 2013. C'est-à-dire l'effondrement de l'État était antérieur à cette date-là. Oui, mais ça prend des proportions hallucinantes. Là, il est complètement effondré et nous sommes devant un cas où il faut aller droit au but. C'est quoi aller droit au but? C'est une intervention rapide dans le cadre de la MISCA qui tarde à se mettre sur place. Je veux vous citer un seul exemple. Au mois d'avril, il y a eu une réunion des chefs d'État de la CEMAC et de la CEAC, je crois, à Libreville, et ils ont décidé que la Mycopax devait être portée à 2000 hommes avant le 5 juin. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. L'effectif de la CEMAC n'a pas atteint les 2000 hommes. Et l'Union africaine, vous permettez, l'Union africaine a dit qu'elle va mettre en place une force de 3050 hommes, mais il faut qu'au préalable, la MISCA atteigne l'effectif de 2000 hommes. Donc, quel est le sentiment de la population centrafricaine? Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est que nous avons le sentiment que l'urgence de la situation sécuritaire n'est pas appréhendée à sa juste valeur par la communauté internationale. Donc vous faites l'appel à l'ONU. Je suis ici pour ça. Je suis ici pour faire cet appel-là. Chaque jour qui passe est un jour trop long pour la population centrafricaine. Donc il faut une force comme il faut une force type Mali. Vous avez vu au Mali. Rapidement, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il faut une force type Mali ou pas? Il faut une force de type Mali, il faut la MISCA, il faut qu'il y ait les 3600 hommes. La RCA, sur le plan de sa superficie, la RCA, c'est la France et la Belgique réunies. C'est un territoire de 624 000 km². 3600 hommes, ce n'est pas encore suffisant, mais il faut déjà au moins ça. Parce que comme je vous le dis, tous les jours, c'est une journée trop longue pour des populations qui ne savent pas à quel sens ouvrir. Donc le problème, c'est pas... Je ne suis pas au stade de l'analyse, je suis au stade de la recherche de la solution. Et la recherche de la solution, c'est l'accélération de l'envoi de ces forces internationales. Quel que soit le bout par lequel vous prenez la situation, vous avez un problème entre les mains. Quelle est la solution? Est-ce que la société civile a un rôle à jouer? Parce que là, on attend le bon Dieu, pour être clair. La société civile, elle a plutôt l'air résignée. Comme vous le dites, c'est au jour le jour. Je voulais vous expliquer les propositions que le MLPC et moi-même, nous avons faites concrètement pour que les acteurs politiques centrafricains fassent leur part dans la sécurisation du pays avant toute intervention extérieure. On va conclure. Vous ne m'avez pas donné le temps, mais je pense que je pourrais revenir dans d'autres occasions. Vincent soulignait les risques que porte ce pays. Il s'appelle la Centrafrique, pas pour rien. C'est-à-dire que c'est un pays qui est au centre du continent, enclavé, et avec une multitude cerné de voisins. Et le problème ce qui se noue en Centrafrique sera une explosion terrible sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. C'est un problème extrêmement grave et je pense qu'il faut que les Centrafricains aient le courage de dire non, nous ne sommes plus à la hauteur, il nous faut de l'aide et une aide massive et urgente. Jean, un mot, rapidement. Oui, très rapidement. Ce qui suppose aussi, dans le cas d'une intervention coordonnée, à la fois panafricaine, internationale, etc., que l'on dépasse les arrière-pensées de certains des acteurs. Il est évident que le Tchad, le Gabon, le Congo ont des calculs qui ne sont pas de nature universaliste. Et donc il faut que chacun laisse de côté les petites spéculations des intérêts qu'il peut sauver
dans le dépeçage de la République centrafricaine et que ce soit véritablement l'intérêt général qui prévale. Donc ça suppose aussi que ceux qui ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle central acceptent eux-mêmes de se placer sous la bannière d'une intervention authentiquement internationale. Voilà, donc en tout cas, vous avez fait appel, Martin Ziguélé, à l'attention de la communauté internationale. C'est la fin de cette émission. Merci Martin Ziguélé, Pierre Benoît, Jean-Baptiste Paca et Vincent Hugeux, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez bien sûr retrouver cette édition sur les sites respectifs de RFI et de TV5 Monde. Encore merci de votre fidélité.